Bonjour Monsieur Apollon. Bonjour. Donc on est là pour 20 décembre. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que cet album s'inscrit, c'est pas une suite logique de Chronique du Léopard, mais on est dans la même thématique, un petit peu, dans une thématique on va dire réunionnaise plutôt. Oui, c'est partie des livres que je fais, que TM fait aussi de son côté, ou qu'on fait ensemble, sur l'histoire de la Réunion, mise en BD, comme une espèce de grand projet qu'on aurait de raconter l'histoire de notre île par la bande dessinée, par la fiction. Donc Chronique du Léopard, c'était plutôt la Seconde Guerre mondiale vue par des lycéens en 1942, et 20 décembre, c'est la date fondatrice de la Réunion, puisque c'est l'abolition de l'esclavage en 1848, et qui, fondatrice à plein de titres, puisque la Réunion devient la Réunion, véritablement, parce que c'est le moment où elle prend son nom, et puis c'est le moment où l'ensemble de la population est libérée, et donc devient citoyen français. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, l'abolition de l'esclavage, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a été un peu progressif. Ouais, en fait, il y a. Un truc qu'on raconte pas dans la BD, c'est qu'il y a eu une première abolition pendant la Révolution française en 1794, je crois, qui n'a pas eu d'effet à la Réunion. Et en 1848, quand la Révolution de 48 éclate et que la République est proclamée, on abolit définitivement l'esclavage dans toutes les colonies françaises, et donc on envoie un émissaire à la Réunion qui arrive, et 2 mois après, l'abolition a effectivement lieu. D'ailleurs, là sur cette histoire-là, au lieu de le raconter de façon purement historique, on le raconte à travers l'histoire d'un personnage. Ouais, en fait, il y a la question qui se posait, qui est un peu délicate, c'est comment on raconte. Alors, c'était vachement important pour nous de parler de l'esclavage, puisque c'est vraiment le fait historique le plus marquant de l'histoire de la Réunion. Et l'abolition, c'est vraiment donc cette date très importante. Et on a eu l'idée de partir du personnage d'Edmond Albius, qui est un personnage historique assez connu à la Réunion, enfin très connu à la Réunion, sans doute moins en dehors, qui est le jeune esclave qui découvre le procédé de pollinisation de la vanille, et qui a un destin assez romanesque, parce qu'il découvre ce procédé-là à l'âge de 12 ans. Il fait la fortune des propriétaires de l'île, et pour autant il n'est pas affranchi, c'est un petit peu avant l'abolition, il n'est pas instruit, et en fait il va suivre le destin de tous les autres esclaves, c'est-à-dire qu'il devient libre en 1848, et il a... Non, c'est bon, merci. Et il est libéré en même temps que tous les autres, et il finit pratiquement dans la misère, alors qu'il fait la fortune de la colonie en même temps. Donc c'est un personnage qui est vachement intéressant, parce qu'il est représentant des esclaves, un petit peu à part. C'est un personnage historique de premier plan pour la Réunion, et voilà, dont on suit le destin, quoi. Ça permet aussi de faire passer un message social quelque part. Oui, parce que l'idée, c'est que l'abolition, c'est un moment où tout le monde devient citoyen français, mais en fait, on ne donne aucun moyen à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont été esclaves, on les libère d'un coup, ils ont une obligation de travailler, ils n'ont pas d'instruction. Évidemment, ils quittent les champs dans lesquels ils travaillaient pour souvent venir s'installer dans les faubourgs des grandes villes de la Réunion, notamment à Saint-Denis, et ils ont une existence très misérable. Enfin, il va falloir des générations avant que le choc de l'esclavage soit complètement digéré, quoi. Toi, tu es à la Réunion depuis combien de temps? Depuis tout petit. Je suis né en Tunisie, mais j'ai pratiquement pas de souvenirs, parce que je suis resté très jeune, de 0 à 2 ans. Et ensuite, mes parents sont venus s'installer à la Réunion, donc moi j'ai grandi à la Réunion, et j'y ai vécu toute ma vie. Cette histoire de toutes les histoires de la Réunion comme ça, tu es imprégné de... Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a d'une part, l'histoire de la Réunion est assez peu racontée par la fiction, parce qu'on est une petite île, on est moins d'1 million d'habitants, donc on ne va pas voir de film, de cinéma qui va traiter notre histoire. La littérature réunionnaise, enfin en tout cas le roman, pas la littérature, le roman réunionnais n'est pas extrêmement développé encore.
Et donc il nous a paru assez rapidement nécessaire de raconter, de proposer des images de notre propre histoire. D'autant que l'histoire de la Réunion, c'est aussi l'histoire de la France. Et donc la question par exemple de l'esclavage, c'est étonnant parce que on a des images, on a des films, on a des récits, et qui viennent essentiellement des États-Unis. La fiction en France s'empare assez peu de cette question-là. Il y a peu de bandes dessinées, peu de romans, peu de films qui s'emparent de la question de l'esclavage, alors que c'est l'histoire française aussi. Alors ben voilà, nous on vient de la Réunion, c'est une histoire qui a marqué l'histoire de la Réunion, donc il me semblait vraiment important de pouvoir raconter ça et qu'on ne soit pas que soumis au récit américain. L'esclavage c'est le même à la fois partout et en même temps il y a des singularités, donc, et c'était important de pouvoir raconter cette manière de faire qu'il y a eu à la Réunion et peut-être aux Antilles aussi, ça devait être assez proche de ce qui s'est passé à la Réunion. Comment vous travaillez ensemble avec le TM? Alors, bon, d'abord on se connaît depuis très longtemps, on était au collège et au lycée ensemble, donc c'est vraiment une très ancienne amitié. On sait bien faire de la bande dessinée véritablement ensemble, avec Chronique du Léopard. Et ça se passe de manière assez simple, évidente et amusante. Je lui envoie des textes, alors pas forcément de mise en scène très précise. Lui, il travaille sur ces textes-là, il propose une sorte de storyboard. On en discute au téléphone longtemps, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis ensuite il fait ses planches de son côté. Donc il y a vraiment une partie d'écriture avant et une partie de dessin après. Et entre les deux, il y a tout ce travail qu'on fait à deux par téléphone, on s'envoie des mails, des messages, etc. Et on fait notre petite cuisine pour avoir notre BD, quoi. Il y a des projets en vue ou pas? Alors on continuera sans doute à faire d'autres choses et sans doute autour de l'histoire de la Réunion. Alors on ne fait pas que ça, hein, parce qu'au bout d'un moment il faut qu'on on se divertisse un petit peu. Donc là pour le moment je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble, mais ça viendra j'imagine d'ici quelques mois ou un an. Donc chacun va s'amuser de son côté avec d'autres histoires. Et puis on reviendra parce que cette histoire de la Réunion elle est tellement riche, il y a tellement de choses absolument extraordinaires qu'on a toujours envie de raconter des trucs là-dessus. Donc on varie, on ne faire que des histoires sur l'histoire de la Réunion, hein, donc il y a d'autres BD à faire, d'autres collaborations, etc. Et puis ensuite on se revient ensemble pour faire ces histoires-là. Quelle thématique par exemple d'autres? Qu'est-ce qui pourrait être surprenant qu'on voit un jour sur l'histoire de la Réunion? Ouais, ou de ta part Alors, ouais, je sais pas, là je suis vraiment dans une période où c'était un long travail quand même. On a passé 3 ans à faire ce bouquin. Donc je suis dans une espèce de préchauffage diesel là où j'ai pas d'idée, je réfléchis, je me dis comment je pourrais les mettre ensemble, etc., etc. J'ai un projet avec Bruno, mais ce qui est un petit peu à moyen terme. Et puis là je suis plus en période de réflexion sur des choses que je voudrais raconter. Je voudrais pas tout de suite refaire un truc sur la Réunion, attendre un petit peu, donc faire des choses un peu différentes. Moi, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Il y a des histoires d'adolescence qui me passionnent toujours. Il y a des histoires africaines que j'aimerais bien faire. J'aimerais peut-être faire un truc un peu contemporain pour me changer un petit peu les idées. On va voir. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement qui t'a bluffé? Alors, moi, le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est cette BD américaine chez Cornelius qui s'appelle Blood of the Virgin, qui est en fait qui est la compilation des récits qui étaient faits dans son journal, là je ne sais plus comment il s'appelle, qui est une espèce de récit sur un cinéaste de cinéma bis dans les années 70 et qui est alors très américain, c'est à la fois vachement littéraire, c'est sur long cours, etc. Bon, ça m'enchante ce genre de récit, je trouve ça vraiment super, c'est un très gros livre, ça prend du temps, c'est vraiment bien, quoi. Au cinéma, tu as vu des choses qui t'ont beauté dernièrement? Récemment, qu'est-ce que j'ai vu au cinéma qui m'avait enchanté? J'ai vu, il y a un film français que j'ai trouvé pas mal justement sur la question de l'adolescence qui est Chien de la casse, qui est un premier film français sur des mecs qui zonent un petit peu dans un village, dans un univers un peu périurbain autour de Marseille, avec 2 acteurs assez formidables qui... il y en a un qui tchatche tout le temps, l'autre qui est un peu taiseux, et c'est une espèce d'histoire de jeunes d'aujourd'hui qui glandouillent un peu, etc. Je trouve ça vachement bien.
Je ne sais pas si c'est le meilleur film que j'ai vu, mais récemment, c'est un film qui m'a bien plu, quoi. J'ai trouvé qu'il était très, très touchant, vraiment, avec des super acteurs. Par rapport à dans ta façon de travailler avec Chronique du Léopard et sur cet album-là. Les différences ne sont pas énormes en fait, c'est surtout au niveau de la couleur par exemple. Par exemple les Chroniques du Léopard c'était des couleurs, c'était un camailleux de couleurs en fait par période, alors que là c'est de la couleur complète en quelque sorte, donc tout est colorisé et voilà. J'ai travaillé un peu la couleur un peu différemment aussi parce que j'utilise la couleur par moment pour donner des moments plus dynamiques ou plus avec des ambiances quoi, voilà. Et comment tu as travaillé avec Apollo? Difficilement. Non, en fait, ils m'ont envoyé une série, des textes pour un ensemble de 5 ou 6 pages, avec des dialogues et puis une situation. Enfin, ils me racontent un peu ce qui se passait quand même dans ces séquences. J'ai commencé à faire un découpage rapide pour savoir si ça rentrait dans le nombre de pages qui nous étaient imparties. Et ensuite, j'envoyais des croquis et puis là, ils me disaient si ça allait ou ça allait pas, ou si ça allait dans le sens qui convenait. Et puis ensuite, en fonction de ce que ça donne, en fait, ça va donner à Olivier, je sais pas, il en a peut-être déjà parlé, mais d'autres, peut-être une direction un peu différente de ce qui était prévu au départ. Donc en fait, on fait un échange de travail, quoi. On échange pas mal. Et ça fait quoi de passer du pur comique à quelque chose de un peu moins comique? C'est quand j'en ai eu un peu marre du comique en fait. Donc naturellement, c'est un défi en fait quelque part aussi de raconter cette histoire-là. Enfin, ce contexte dramatique avec mon dessin qui est plutôt au départ qui était jeunesse et qui essaye de j'essaye d'être un peu plus réaliste on va dire, mais sans aller dans le réalisme de la BD réaliste parce que j'aime pas trop ça. Et ça m'a aidé, il suffisait aussi de changer de technique en fait tout simplement, c'est-à-dire parce que la bande dessinée humoristique que je faisais pour la jeunesse avant, donc Malika Secouz, Lave Collège, etc. Je faisais un crayonné, j'encrais, je colorisais. Et là c'est un peu différent au niveau de la technique parce que ce sont des planches au crayon qui sont scannées directement. Et la mise en couleur est un peu plus problématique en fait parce que c'est du crayon. Donc c'est plus un travail on ne remplit plus en fait comme dans la BD jeunesse on va dire, c'est plus du remplissage mais du travail de couleur comme de la peinture en fait, comme la couleur directe en fait. Voilà. C'est plus besogneux mais c'est plus plaisant à faire parce qu'il y a un côté plus spontané. Est-ce que tu as des projets en vue? Je continue la série qui s'appelle La drôle de guerre de Papy Lucien, donc il y a une série jeunesse chez Ozu. Et puis j'ai un projet que je vais présenter là à Angoulême avec une histoire fantastique. Alors c'est la dernière question pour vous deux, c'est la question Planète BD. Si vous aviez le pouvoir cosmique d'entrer dans la tête d'un auteur de bande dessinée, ce serait qui? Et enfin vous passez le micro après. Ah oui. Dans la tête de quelqu'un. Oh là 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 là. Moi j'aimerais bien être dans la tête de Westerlin en fait. Voilà, pour savoir comment il appréhende le dessin en fait, parce que je me suis toujours demandé s'il avait à quel niveau de spontanéité il était au niveau du dessin en fait. Comment il dessinait, est-ce que c'est instinctif, est-ce qu'il travaille beaucoup, j'aurais bien aimé savoir tout ça. Alors moi j'ai profité que Thème est en train de réfléchir pendant 2 heures pour en fait assez facilement Pratt, parce que ce qui est bien chez Hugo Pratt, c'est qu'il y a une bibliothèque immense, donc c'est pas mal d'être dans l'esprit de Pratt. On a plein de livres, on a plein de trucs à lire, c'est super. Le seul truc c'est qu'il est mort, alors je sais pas si son esprit est très vif maintenant, mais oui, non, bien sûr, Pratt, pour l'érudition, pour son histoire, ses voyages, ses livres, etc.